Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui au tout nouveau vidéoprojecteur Sony Bravia Projector 7, aussi appelé le VPL XW5100ES. Et aujourd'hui on va vous présenter les différents menus de ce vidéoprojecteur, ce qui va nous permettre aussi d'explorer les petites nouveautés qui le différencient de son petit frère 5000ES qui est préservé dans la gamme, puisque le 5100 aujourd'hui est le numéro 2 de la gamme des vidéoprojecteurs Sony. Alors, si on affiche donc le menu, qui est déjà là à l'écran, on se rend compte que les choses n'ont pas tellement changé depuis quelques temps, puisque Sony préserve toujours cette même ergonomie qui a fait ses preuves et qui est quand même très fonctionnelle et très pratique. Donc si on va au tout début, on accède aux différents presets, donc les présélections, qui permettent d'avoir différents calibrages et différentes présélections contextuelles par rapport à un usage spécifique du vidéoprojecteur, notamment le nouveau mode en bas, le IMAX Enhanced, qui a été introduit dans la gamme depuis quelques temps, qui est simplement un preset spécifique. Donc il y a un petit reset pour tout remettre à zéro, ce qui est bien. On retrouve le Reality Creation, donc avec toujours les mêmes types de réglages. Bon là, par exemple, moi j'ai commencé un petit peu à faire des réglages. Donc on a une amélioration de la résolution, c'est-à-dire des détails. Il y a un réducteur de bruit, ici. Le Defocus Optimizer, qui est une optimisation de l'image par rapport à l'optique du vidéoprojecteur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous ces algorithmes tournent autour de la technologie XR de chez Sony. Donc quelque chose qui est beaucoup plus performant et plus complexe que ce qu'on avait avant sur la puce X1 Ultimate pour vidéoprojecteur. Donc ça, c'est quelque chose qui est issu des téléviseurs Sony et qui quand même fonctionne extrêmement bien. Alors si on revient au début, par exemple l'algorithme résolution qui augmente les détails, la profondeur de l'image et beaucoup de choses, je l'ai mis sur 80. Alors c'est très très élevé. Précédemment, si on faisait ça, on allait avoir une image bruitée et trop dure. Là aujourd'hui, c'est nettement plus subtil. Il y a beaucoup plus d'effets de relief. Donc ça, c'est lié aux nouvelles technologies XR. On retrouve le Cinema Black Pro. Donc ça, c'est toutes les optimisations de l'intensité de l'image par l'intermédiaire de l'intensité du laser. Donc avec les trois positions du laser dynamique, puisqu'il n'y a plus d'iris. Donc ça, c'est le laser qui va augmenter et baisser son intensité. Donc le mode full, le mode complet, donc sur lequel le laser va aller jusqu'à s'éteindre lorsque on va avoir une image totalement noire, et qui va avoir une action plutôt intrusive dans l'image. Donc ça, c'est un mode à utiliser si votre setup permet d'avoir une image à la base très lumineuse, c'est-à-dire un écran avec un gain supérieur à 1 écran de petite taille, un environnement dédié comme une salle noire. Donc là, ça peut fonctionner. Le mode limité, donc il y a un mode intermédiaire qui est moins intrusif, qui sera à préférer lorsqu'on regarde du HDR. Et le mode off, si on a une très très grande image, bon là il faudra préserver un maximum de dynamique dans l'image, donc ça veut dire avoir la puissance lumineuse par gradation la plus élevée possible, donc on le mettra sur off. Le Dynamic HDR Enhancer, donc est un terme un petit peu abusif parce qu'en réalité il s'agit d'un contraste dynamique qui marche aussi bien en SDR qu'en HDR. Il a changé de nom entre temps suivant les générations Sony parce qu'il a été modifié pour être plus comment dire, pour jouer davantage sur les écarts entre les zones lumineuses et les zones sombres. Donc il est plus efficace d'un côté et plus intrusif de l'autre. Donc plus adapté à l'utilisation en HDR, mais il reste totalement fonctionnel en SDR. Donc il y a les différents modes. Si on estime que le mode médian est trop fort en SDR, on passera en mode bas ou on le mettra sur off. Le mode haut étant quand même très marqué, je ne le conseille pas systématiquement, peut-être dans certains cas de figure,
mais dans un usage normal, on n'a pas besoin de monter cet algorithme aussi haut. On retrouve le motion flow, donc c'est le fluidificateur d'image. Toujours avec 3 modes. Donc le mode cinéma qui est calé sur les cadences film 24 images secondes. Le mode bas et le mode haut. Et un mode off pour le couper. Sachant que moi personnellement je préfère le couper. Mais je vous montrerai tout à l'heure comment je fais. Parce qu'il y a un autre moyen de verrouiller le motion flow. On retrouve le traditionnel contraste, la luminosité, enfin la luminance, l'intensité des couleurs, la teinte, la température de couleur, donc les sélections habituelles proposées par Sony. Donc les différents modes que l'on retrouve sur les vidéoprojecteurs de la marque depuis très longtemps, et les modes custom qui sont en fait des duplications des présélections qu'on voit au-dessus. Donc Custom 4 en fait c'est D55, Custom 3 c'est D65, et Custom 5 c'est un mode très particulier qui permet d'obtenir le maximum de luminosité du vidéoprojecteur. Donc c'est un mode qui ne servira jamais pour un usage on va dire normal et surtout pas au cinéma. Mais si on veut avoir la pleine puissance du vidéoprojecteur pour diffuser du PowerPoint, ce genre de choses, pourquoi pas, c'est un mode qui peut être utile. Le sharpness, c'est un réglage de netteté, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, qui complète en fait le Reality Creation. On peut cumuler les deux pour obtenir des effets plus marqués. Donc c'est intéressant de disposer des deux algorithmes. Alors je vais passer dans la page expert. On retrouve un réducteur de bruit avec différents niveaux et un mode automatique. Alors ça, c'est un outil qui servira surtout pour les DVD, les programmes très bruités, filmés par exemple avec de vieux caméscopes, ce genre de choses, principalement de la SD ou des choses de qualité moindre, une vieille VHS par exemple ou un laserdisc. Sur du Blu-ray et du Blu-ray Ultra HD bien enregistré comme on a aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il vaut mieux couper parce que ça va avoir tendance à flouter l'image. Le Smooth Gradation. Alors ça c'est un algorithme assez récent chez Sony qui permet de limiter le banding. Alors le banding c'est quoi? C'est quand on a un programme qui manque de gradation dans les couleurs, donc on va voir des espèces de bandes qui peuvent être parallèles, en diagonale, dans le ciel par exemple, ou même courbées, hein. Il n'y a pas vraiment de règle. C'est quand l'encodage n'est pas parfait dans un film, donc on voit pas des nuances qui permettent d'avoir une gradation, on va dire quasiment infinie, mais des choses très marquées. Donc on peut utiliser cet algorithme là pour supprimer cet artefact avec donc différents niveaux d'efficacité. Alors comme aujourd'hui les choses sont bien compressées, sont bien encodées et rare exception sur des programmes de streaming de films on va dire un peu nanar où il n'y a pas énormément d'efforts qualitatifs, le problème de banding on ne l'aura plus. Je ne conseille pas d'utiliser le Smooth Gradation parce que ça a tendance à flouter l'image. Bon, par contre si vous regardez un programme exceptionnel avec donc des problèmes de banding réguliers, vous pouvez utiliser cet algorithme, ça va totalement gommer le problème. La correction de gamma, on retrouve tous les gammas normalisés qu'on a traditionnellement chez Sony, y compris des gammas spécifiques, gamma 7, 8, 9 et 10. Je vous invite à lire la notice en ligne, donc la notice complète qui explique plus ou moins comment ces gammas fonctionnent, ça vous aide à comprendre ce que ça va faire sur l'image. Comme c'est des gammas qui sont très particuliers, il vaut mieux savoir où on va. De préférence, on va utiliser des gammas normés dits linéaires, même si le terme n'est pas tout à fait juste. Mais au moins comme ça, on sait où on va, et sur le calibrage et les réglages du vidéoprojecteur, on sait ce qu'on fait. Alors, cette sélection de gamma, elle est forcément intéressante en SDR. Elle est aujourd'hui intéressante en HDR, puisque depuis l'introduction de la gamme Bravia en vidéoprojecteur, Sony permet de choisir le gamma aussi en HDR. Alors il y a des gens qui vont pas trop comprendre pourquoi choisir le gamma en HDR. Le choix du gamma, faut comprendre que bon, le HDR ou le SDR de toute manière c'est qu'un transfert de luminance
qui est géré d'une manière différente. Mais d'avoir le gamma qu'on peut sélectionner, ça va nous servir ça va servir de base. Donc si on a une image qui est trop sombre, le choix du gamma va permettre d'aller récupérer de l'information en basse lumière. Suivant l'environnement qu'on a, suivant la toile, suivant plein de paramètres, le choix du gamma, donc qui va servir de base de travail à l'ensemble des processing, va permettre de repositionner l'image. Donc c'est quand même vachement utile et on va se rendre compte que ça permet vraiment d'améliorer le HDR. Le Color Correction, bon, ça c'est le CMS, donc c'est l'outil de correction des couleurs. Donc là on a accès au primaire et au secondaire et une correction type HLS, donc on a la teinte, la saturation et la luminance. Donc ça c'est quelque chose de traditionnel où ça permet de retravailler l'espace de couleur et de corriger les petits défauts qu'il y a à l'intérieur. Bon, ça c'est du calibrage pur. Le HDR, il y a 2 modes automatiques. Bon, ça, c'est pas nouveau, puisqu'on a ça depuis un moment sur les vidéoprojecteurs Sony. Donc, on a la possibilité de choisir entre le HDR10 plus le HLG. Donc, c'est-à-dire un contexte HDR, on va dire universel, donc il n'est pas restrictif. Pour le cas du paramètre HDR10, HLG. Alors ça va être rare de le croiser. Il y a certains caméscopes qui enregistrent en HLG. Je crois qu'il y a des chaînes, notamment en Angleterre, il me semble, qui diffusent en HLG. Bon, en France, je pense que ça ne va pas servir à grand chose. Et donc, HDR référence, qui lui est un mode HDR qui va tenir compte des films qui sont étalonnés au maximum jusqu'à 1000 nits de pic lumineux. Donc c'est un contexte, on va dire, qui permet de segmenter et d'optimiser le rendu visuel des films qui sont dans ce contexte-là. Alors, par sécurité, on va rester en mode HDR10 HLG, comme ça tout va passer, tout va fonctionner correctement. Et je vais vous montrer après deux petites nouveautés qui sont issues des vidéoprojecteurs qui sont sortis l'année dernière. Vous allez comprendre que finalement HDR référence aujourd'hui sur les vidéoprojecteurs Sony, on n'a pas trop de raison de s'en préoccuper. Donc on peut sélectionner manuellement les différents modes HDR. Et on peut aussi le mettre en off. La sélection des espaces de couleurs. Alors, on retrouve les espaces de couleurs normés. Donc le BT709 qui est fait pour le SDR. Le BT2020 qui est fait pour les contenus qui sont en HDR. Et les 3 espaces de couleurs spécifiques Sony. Donc, ce sont des espaces qui se situent entre le BT709 et le DCI-P3. Alors, pour rappel, le DCI-P3, c'est l'espace de couleur spécifique des films projetés au cinéma. Donc c'est le Digital Cinema Initiative. Et donc c'est un espace de couleur qui est utilisé dans ce contexte-là. Alors si vous voulez faire un calibrage DCI-P3 de votre vidéoprojecteur Sony, vous sélectionnez Color Space 2, qui est le plus proche. Bon, il faut faire quelques ajustements dedans, donc il faut mesurer, il faut calibrer, mais c'est celui qui s'en rapproche le plus et qui permet d'obtenir le meilleur résultat. Alors il y a un mode custom aussi, donc ça c'est pour créer soi-même et mettre de côté un espace de couleur spécifique qu'on aura créé. Sachant que dans chaque espace de couleur, on peut rentrer dans un mode d'édition, donc qui va permettre d'étendre ou de réduire l'espace de couleur. Bon, ça peut servir notamment pour le BT2020, pour l'étendre au maximum et pour pouvoir le travailler avec plus de confort quand on veut faire un calibrage. L'input lag réduction. Alors ça c'est la réduction de temps de latence. Alors ça c'est pour le gaming. Et pas que. Alors je vais vous montrer pourquoi. Si on rentre dedans, on met sur on. Et le vidéoprojecteur va supprimer des fonctionnalités. Là on n'a plus le réducteur de bruit. Et on n'a plus le motion flow. Alors ça veut dire que, et ça il y a quelques vidéos qui l'ont montré déjà, faites par des grands spécialistes, quand on active l'input lag, on va supprimer quelques outils du vidéoprojecteur pour lui permettre d'avoir un temps de latence le plus bas possible. Donc ça va permettre déjà pour les films d'avoir une synchro labiale la plus précise possible. Et aussi je me suis rendu compte, et d'autres d'ailleurs, que ça permet d'avoir une image plus fluide.
On va rester sur la cadence d'origine, donc on ne la retravaille pas, donc on ne rajoute pas des trames, on ne fait pas d'interpolation de trames, mais ça va permettre au vidéoprojecteur d'afficher avec plus d'aisance, donc plus de facilité, les images successives, donc l'image sera plus fluide. Donc je vais le remettre sur On pour qu'on voit d'autres fonctionnalités. Donc là on était en SDR, donc je vais vous montrer ce qui se passe quand on bascule en HDR. Donc ça va vous montrer les quelques nouveautés qui sont apparues l'année dernière, mais qui ont été transposées aujourd'hui sur le Bravia Projector 7. Alors, pour le faire, je vais tricher un peu. Je vais forcer le mode HDR10 et ça va permettre au vidéoprojecteur de basculer sous sa sous-mémoire totalement indépendante dédiée au HDR. Donc là on retrouve tout ce qu'on avait précédemment et notamment le réglage de gamma. Donc on va pouvoir modifier le gamma. Alors je ne sais pas si vous voyez les changements à l'image. Normalement oui. Donc ça va permettre d'avoir une base de travail différente. Donc on pourra la choisir, on pourra optimiser un petit peu par rapport à son environnement. Donc ça on ne l'avait pas avant. Et c'est vrai que c'est quand même un outil super pratique qui permet donc d'améliorer le rendu du HDR. Et comme le logiciel Sony qui permet de calibrer les vidéoprojecteurs permet de modifier les gammas, et on a la possibilité aujourd'hui de faire un gamma spécifique pour le HDR par l'intermédiaire de ce logiciel. Donc ça c'est quand même très très bien. On peut par exemple aller augmenter les détails dans les zones sombres et préserver tout le reste de l'image. Ça demande un peu de travail, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre quand on bascule en mode HDR? Sur le vidéoprojecteur, là, on voit bien que la terminologie des presets est passée à calibre preset HDR. Donc, on est bien en mode HDR. Et on va aller dans le Cinema Black Pro pour voir ce qui se passe. Et on a donc une nouvelle fonctionnalité, le HDR Tom Mapping. Donc il y a bien un Tom Mapping aujourd'hui, avec 3 positions. Alors le mode 1, c'est le mode qui va préserver un maximum de puissance lumineuse. Le mode 2, c'est un mode intermédiaire. On va dire un mode passe-partout. Ça, c'est ce qui va être sélectionné par défaut. On va dire que le mode 1, c'est si vous avez une image de grande taille, par rapport à la puissance lumineuse du vidéoprojecteur, peut-être un écran qui a un gain en dessous de 1, en environnement qui n'est pas optimisé, ce mode là va permettre de préserver un maximum de puissance lumineuse. Le mode 3 quant à lui c'est l'inverse, c'est si vous avez un écran de petite taille, peut-être un gain élevé, en tout cas la capacité de préserver un maximum de puissance lumineuse, ce mode là va faire ressortir un maximum de détails dans les zones claires, donc dans les hautes lumières, et va faire perdre un petit peu de puissance lumineuse. Et donc on a toutes les autres fonctionnalités. Donc si on revient là, on a évidemment le Dynamic HDR Enhancer qui va se superposer dessus. On a toujours la contre-dynamique du laser, forcément. La possibilité de toucher au contraste, la possibilité de toucher à la luminance. On a vu qu'on avait la possibilité de toucher au gamma. Et on a la possibilité toujours de choisir entre HDR10 et HDR Reverse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de possibilités de réglage en HDR aujourd'hui sur les vidéoprojecteurs Sony. Donc ça rend pas les choses simples, pas totalement automatiques, mais d'un autre côté, comme les cas de figure HDR sont aussi nombreux que le nombre d'installations, ça va permettre d'être beaucoup plus précis dans la mise en œuvre du HDR sur le Bravia Projector 7 et son optimisation. Donc en plus des 3 modes de ce DTM, puisqu'il s'agit bien d'un DTM, il y a un mode off. On peut couper le DTM, donc l'optimisation automatique du HDR sur le Bravia Projector 7. C'est le cas
du Bravia 8 et du Bravia 9. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand on passe sur le mode off? Eh bien, on revient à ce que Sony proposait précédemment. On voit que contraste est devenu contraste HDR. Donc ça, c'est le positionnement du tone mapping. Donc ça, ça va nous permettre de positionner à quel moment le vidéoprojecteur va clipper et donc supprimer les informations dans les hautes lumières. On a toujours possibilité de choisir le gamma. Donc ça se superpose à ce qui se faisait avant. Et on a la possibilité encore de choisir entre HDR10 et HDR référence. Mais là, on est vraiment en mode manuel. Alors, quel intérêt il peut y avoir d'avoir un mode manuel comme ça? Il y a plusieurs cas de figure. Supposons qu'on veuille avoir du Dolby Vision sur ce vidéoprojecteur qui n'est pas compatible Dolby Vision. On a parlé de cette astuce sur notre forum. Donc, avec un boîtier, on triche, on demande à la source, donc au lecteur, de faire le travail du Dolby Vision et on passe en mode LLDV, Low Latency Dolby Vision. Ça veut dire que c'est la source qui fait tous les calculs de Dolby Vision. Le Dolby Vision, c'est un DTM. Si on a aussi un DTM sur le vidéoprojecteur, ça ne va pas aller parce que les deux vont se cumuler. Dans la logique du LLDV, on doit créer un profil de référence, donc de destination, qui est statique. Donc là, on est exactement dans ce cas de figure. On crée le profil de destination, on entre les informations dans le boîtier, le lecteur normalement fait le travail et on est dans un contexte Dolby Vision LLDV normalement normé. Et donc ça fonctionne, en tout cas dans les grandes lignes. On peut aussi avoir du jeu vidéo et certaines consoles et certains jeux surtout proposent déjà des ajustements et des optimisations HDR. Donc on ne veut peut-être pas forcément que le vidéoprojecteur fasse un travail par-dessus. Donc d'être dans un mode fixe et de demander à la console et au jeu lui-même de faire ses propres réglages qu'on aura fait au préalable. Par exemple dans Doom, un des derniers Doom, il y a tout un tas de réglages qui permettent d'optimiser le HDR. Et dans d'autres jeux aussi. Il y a des réglages plus succincts mais qui permettent d'optimiser le HDR. Donc on n'a peut-être pas envie de se retrouver avec certains cas de figure où l'image deviendrait trop sombre, où ça n'irait pas, alors que tout est déjà géré par la console et par le jeu. Donc ça se justifie. Alors je vais repasser en mode normal. Alors l'input lag, par rapport au gaming, il faut aussi savoir que, donc là on peut le sélectionner en manuel, mais que le Bravia Projector 7 est compatible ALLM, c'est-à-dire que lorsque la console envoie le signal ALLM pour dire je suis une console, je suis un jeu, le vidéoprojecteur bascule automatiquement sur le mode faible latence. Donc ça c'est une petite nouveauté qui était apparue déjà l'année dernière sur la série Bravia et qui a été préservée sur le Bravia 7. Alors, je vous propose de continuer l'exploration des menus. Là, on a la gestion des aspects. Donc l'aspect normal, c'est on remplit toute l'image. L'aspect radio scaling, ça, c'est une petite nouveauté et c'est une particularité du Bravia Projector 7. Parce que comme il n'a pas d'optique motorisée, on n'a pas de mémoire de zoom. Donc si on a un écran en 2.35, si on veut afficher correctement un programme 16 neuvième, on est embêté, on ne peut pas le faire. Donc Sony a rajouté cette petite option. Tac. En fait, c'est un downscale. Ça réduit la taille de l'image et ça adapte le format 16 neuvième dans un écran de 35. Bon, c'est quand même pas mal. On a un mode V-Stretch et Stretch. Pour ça, c'est quand on utilise des lentilles anamorphiques. Et le blanking. Donc le blanking, c'est quoi? C'est les caches, donc des caches numériques, donc faire apparaître des bandes noires. Alors ce qui va nous intéresser le plus, c'est les bandes qui sont en haut et en bas. Donc ça permet de formater l'image en 2.35 et d'éviter qu'il y ait de l'image en dehors de l'écran format 2.35 quand on est sur un menu, par exemple comme celui-ci, d'un lecteur. Alors par contre, avec le nouveau mode, le nouveau ratio
aspect ratio scaling, bah, si on est là-dessus, on n'a jamais ce problème. Ça, c'est quand même pas mal. Ensuite, bon, bah, on a des réglages de base. Hein. Le choix de la langue, bon, ça, on sait, hein, on connaît. La position du menu, le mode d'altitude, donc il y a 2 modes d'altitude qui sont expliqués dans la notice en ligne, donc ça correspond à différents niveaux d'altitude. C'est par rapport au refroidissement du vidéoprojecteur, le taux d'oxygène, donc les températures, tout ça, bon, pour faire en sorte que, suivant la densité de l'air, le vidéoprojecteur fonctionne toujours de manière optimale et ne s'use pas prématurément. Oui, après, il y a les gestions par réseau, l'économie de consommation de courant, rien de... Ça, ce sont vraiment des choses basiques. Là, ça, c'est sur les entrées HDMI. Donc là, le Dynamic Range, c'est la sélection de la plage de dynamique, soit automatique, soit limité, soit full. Limité, donc c'est le mode vidéo, full, c'est le mode informatique. C'est indépendant par entrée. Le type de signal en entrée, donc le HDMI, signal format. Alors ça, c'est assez intéressant. Normalement, on n'aura pas vraiment de s'en soucier, mais on ne sait jamais. Le mode Enhanced Format, donc ça, c'est le mode réel HDMI 2.1, donc des entrées HDMI du vidéoprojecteur, avec les modes HDCP qui correspondent. Si vous avez un lecteur d'ancienne génération qui montrerait des problèmes, par exemple en HDMI 1.3 par exemple, vous passez en mode standard format et ça devrait résoudre les problèmes de communication, et à ce moment là en fait ça réduit le besoin de bande passante. Voilà. C'est un système de rétrocompatibilité en cas de problème. Donc pareil, indépendant d'une entrée HDMI à l'autre. Pour bloquer les réglages, donc pour éviter qu'il y ait des gens qui viennent modifier les réglages qu'on vient de faire. Le corner keystone, alors ça c'est assez intéressant parce que, alors c'est pas une nouveauté, hein, ça vient des Bravia 8 et 9. Donc c'est un réglage de trapèze précis, coin par coin, donc qui permet de retravailler totalement la géométrie de l'image. Donc si on a mis le vidéoprojecteur dans un endroit où le lens shift n'était pas suffisant, on le fait pivoter d'une certaine manière et on peut rattraper parfaitement l'image. C'est un petit peu ce qu'on a sur les vidéoprojecteurs lifestyle. Eux le font en général d'une manière automatique avec le zoom et la mise au point. Bon là ici tout est manuel, y compris le réglage keystone, donc le réglage de trapèze intelligent point par point. Et un mode reset bien sûr. Pour revenir en arrière, l'image flip, donc ça c'est un réglage pour positionner le vidéoprojecteur, donc face à l'écran, derrière l'écran, plafond donc renversé ou sur une étagère, donc à plat. Donc en gros il y a 4 possibilités. Le choix du ratio de la lentille anamorphique, donc ça c'est si on a une lentille anamorphique. La fonction du trigger, donc ça on branche la prise trigger du vidéoprojecteur, il peut être piloté très simplement à distance. On va lui attribuer une fonction. C'est la fonction power, donc par exemple on a un écran enroulable, on l'allume, ça envoie une instruction trigger, ça allume aussi le vidéoprojecteur, ça peut marcher comme ça. Le V-stretch, c'est si on a une lentille anamorphique sur un rail, donc on veut regarder un film en 2.35 par exemple, la lentille se met devant, on a appuyé sur une télécommande, ça envoie aussi l'instruction par le trigger au vidéoprojecteur de passer en V-stretch, parce que la lentille est devant l'optique, et hop, on a tout qui est fait facilement. Donc ça, c'est pour faire de l'automatisation simple, sur des modes de fonctionnement qui sont typiques et qui sont simples. Si vous rentrez dans une programmation Crestron, AMX, Control 4 et autres, tout sera intégré. Donc ça, c'est une fonction qui ne servira pas forcément. La sélection du récepteur infrarouge. Donc ça peut être devant et derrière, soit que devant, soit que derrière. Ça, c'est pour éviter les problèmes éventuels de conflit. Parfois, il peut y avoir 2-3 trucs qui ne marchent pas. Donc en faisant comme ça, en bloquant la réception d'un des récepteurs infrarouges, ça peut solutionner des problèmes. L'alignement des panneaux, donc ça c'est l'alignement de convergence. Ça n'a pas changé, c'est global, par zone.
On choisit la matrice que l'on veut corriger, soit le rouge, soit le bleu. Le vert, on n'y touche pas parce que ça reste la référence. Le type de matrice qu'on veut, de mire que l'on veut utiliser pour régler correctement. Voilà, quand on rentre dans le mode adjust, ça on connaît. Hein. Donc un reset pour revenir à 0. Le réglage du fonctionnement par réseau, donc la carte réseau qui est intégrée au vidéoprojecteur. Donc il y a un mode manuel, il y a un mode DHCP. Ici ça correspond à rien, c'est normal parce que le vidéoprojecteur n'est pas relié au réseau, donc il affiche rien de cohérent. Faut pas s'en inquiéter. Et ensuite le panneau d'information. Donc comme d'hab, ça nous donne le modèle, son numéro de série. Donc là c'est rigolo, apparemment c'est le numéro 1. Sony nous aurait envoyé le numéro 1, le Bravia 7 numéro 1. En tout cas pour l'Europe. C'est assez sympa, c'est rigolo. Le signal rentrant, la version du firmware, le nombre d'heures et la température à l'entrée. Donc la température à l'entrée du vidéoprojecteur, ça peut être intéressant parce que ça permet de savoir si on est dans un environnement qui est favorable au bon fonctionnement du vidéoprojecteur ou si l'air est trop chaud. Voilà, on a fait le tour, il me semble en tout cas. Je pense qu'on va aborder certaines choses plus en détail dans d'autres vidéos. Donc je vous donne rendez-vous dans des prochaines vidéos consacrées au Bravia Projector 7, donc le fameux VPL XW5100ES. Je vous dis à bientôt sur notre forum, notre test écrit aussi, dans lequel il y aura pas mal de mesures. À bientôt. Burned me once or twice.